You wanted to speak today about the Chinese secret services. Wasn't that a common request of your many subscribers back when your second video, rating the 5 best intelligence services in the world, came out? Absolument. Classement dans lequel n'apparaissaient pas les services chinois, ce qui m'a été reproché par quelques abonnés par ailleurs. Mais je maintiens mon positionnement initial, et je vais vous expliquer pourquoi. So, Beryl 614, what can you tell us about the Chinese intelligence service? Tout d'abord, les services chinois sont assez peu et mal connus dans notre monde occidental. Il est donc difficile de les évaluer très précisément. L'une des raisons principales à cela est que le MSE, le ministère de la Sécurité de l'État, coopère peu avec le monde du renseignement occidental, et le club constitué par les autres services qui s'est naturellement constitué autour de la thématique du contre-terrorisme. Non pas que les Chinois sont fermés à toute idée de coopération, non, les échanges existent. Les délégations chinoises viennent à Paris, à Londres, Ottawa ou Washington, et nous nous rendons ponctuellement à Pékin. Mais cela se fait au compte-gouttes. La raison principale est que les préoccupations des Chinois concernent des priorités qui ne sont pas les nôtres, et qu'il existe donc peu de sujets fédérateurs susceptibles de nourrir une coopération. Sur la question du terrorisme par exemple, nous n'avons pas du tout les mêmes cibles. La Chine n'est pas touchée par le phénomène État islamique, et elle ne le fut pas de la même manière par Al-Qaïda. Pour Pékin, les terroristes, ce sont les Ouïghours, définition que nous ne partageons pas. And so can we say that the Chinese Secret Service is powerful and effective? Disons qu'ils ont des points forts et des points faibles. Je commence par les points faibles. Dans l'histoire récente des services chinois, ceux-ci se sont consacrés presque exclusivement sur le suivi en renseignement de ce que les Chinois appellent les 5 poisons, qui représentent aux yeux de Pékin la priorité absolue, car susceptible de menacer la stabilité et l'intégrité du pays. Je ne vais pas détailler ici ce que sont les 5 poisons. On y trouve les Tibétains, Taïwan et les Ouïghours. J'invite nos auditeurs à faire leurs propres recherches si le sujet les intéresse. En tout cas, ces 5 poisons sont toujours la priorité des Chinois, même si depuis quelques années, les plus hautes autorités chinoises ont souhaité que leurs services de renseignement s'ouvrent à d'autres problématiques, plus tournées vers le monde extérieur et le domaine économique. Mais cette longue focalisation sur une priorité aussi restreinte fait que les services chinois ont accumulé un certain retard, et les hommes forts de Pékin se sont d'ailleurs souvent montrés critiques en direction de leurs propres services qu'ils estimaient insuffisamment compétents. And their strong points? Without knowing too much about the topic, I would guess strength in numbers and the resources that inevitably follow for a new superpower? Oui, je dirais que le principal point fort des services chinois, de mon point de vue, s'appuie sur la force de frappe constituée par leurs services techniques et l'agressivité dont ils font preuve. Nous parlons là d'un autre service de renseignement chinois, ceux de l'Armée populaire de libération et en particulier son 3e département. Les Chinois sont parmi les champions mondiaux du domaine cyber et leurs attaques informatiques, organisées d'ailleurs souvent à l'écart de leur centrale, à partir de cyberstructures privées qui permettent de masquer la responsabilité de l'État chinois, sont redoutablement efficaces. Chaque année, chaque mois même, des grands groupes industriels français se font voler des données secrètes, et parfois très sensibles. Ces attaques ont un coût potentiellement terrible pour notre économie, et imposent à nos services de renforcer notre défense dans le domaine cyber. La France, comme ses principaux alliés, ont d'ailleurs bien identifié le problème, et consacrent désormais d'importants moyens pour accroître leur capacité dans ce domaine. But when a country falls victim to a cyber attack, it's tough to follow the trail back to the true perpetrator, isn't it? How do you know for sure that it really is the Chinese? Vous avez raison. Il est souvent très difficile de le déterminer avec certitude. Parfois, néanmoins, il n'y a aucun doute. Les lignes de code utilisées, les programmes d'intrusion, le chemin pris par les données et les différents serveurs utilisés désignent des structures localisées en Chine. But is it possible that other services pretend to be the Chinese, using their methods, for example, in order to conceal their own tactics? Oui, c'est possible. Les Américains, par exemple, sont très forts à ce petit jeu. Et la NSA est également un service très agressif dans le domaine cyber, et évidemment extrêmement efficace eux aussi. Against their own Western allies as well? Y compris contre les alliés occidentaux.
L'Europe est un concurrent économique de premier plan vu de Washington. Interesting. But let's get back to today's topic, the Chinese service. What can you tell us about it? Je souhaiterais pour terminer mettre en avant un point qui distingue les services chinois de tous les autres. Il s'agit de leur méthode de recrutement de sources humaines. Les agents chinois ont pour habitude de travailler dans leur très grande majorité protégés derrière leurs murailles de Chine, à l'intérieur de leur propre territoire. Ils ne se déploient que rarement à l'étranger, ce qui est un frein à leur efficacité, mais qui est aussi très efficace d'un point de vue défensif. Il est du coup très difficile de recruter un agent de renseignement chinois. Jugez-en plutôt. Après avoir identifié leur cible à recruter dans un pays étranger, qui peut être un diplomate, un fonctionnaire international, ou un agent d'enseignement, ou encore un ingénieur, ou le cadre d'une grande entreprise, les Chinois chercheront à l'inviter en Chine, pour participer en général à un colloque tout frais payé. Ce qui peut être flatteur et séduisant à première vue. L'organisation invitante est d'ailleurs bien souvent une structure universitaire, parfaitement légale et au-dessus de tout soupçon ou presque. La cible sera invitée à plusieurs reprises, dans des endroits comme celui-ci, toujours plutôt luxueux. Les services de renseignement chinois savent dérouler le tapis rouge pour séduire leur proie. On lui demandera de fournir des rapports, des réflexions diverses, toujours contre rémunération. Le sujet des rapports sera d'abord d'une portée générale et peu sensible. Et puis, les Chinois pousseront ensuite le curseur de leurs exigences en même temps qu'augmenteront leur rémunération. À partir du moment où la cible accepte la coopération, elle sera dotée d'un plan de liaison clandestin pour recevoir ses ordres et envoyer ses rapports depuis son pays d'origine. Des intermédiaires issus en général de la diaspora chinoise pourront intervenir dans ce contexte pour faire parvenir des documents, du matériel informatique ou de l'argent à la source. Mais rien ne sert d'arrêter ces gens-là. Ils ne sont que des courriers humains qui ne savent rien du contexte général de leur mission. Le véritable agent traitant chinois reste quant à lui sagement protégé en Chine, inaccessible. Okay, so if I get an invitation to come to China for a conference, I should refuse? En tout cas, réfléchissez-y à 2 fois. Il existe aussi des invitations sans mauvaise arrière-pensée. Et puis, la plupart du temps, les services chinois ne travaillent pas sous la contrainte et préfèrent la coopération volontaire. Tu me rends service, je te rends service en retour, en favorisant votre carrière par exemple. Les échanges seront courtois et les officiers traitants chinois feront tout pour se rendre sympathiques. Sachez alors poliment dire non et rendre compte à votre service de renseignement en retour. Ce 8e épisode de Talks to a Spy est maintenant terminé. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une prochaine vidéo. Merci pour votre attention.